Bon, pour cette vidéo, on est sorti de notre campagne, on est revenu à Grenoble, retour aux sources, retour au bercail. Je suis revenu sur le tout premier projet, le projet qui m'a fait découvrir la permaculture, mon premier terrain de jeu. C'est un terrain sans eau, sans électricité, qui n'est pas accessible en voiture. Bref, tous les enjeux qu'on aime en permaculture. Un terrain pauvre, une friche, avec plein de cailloux. On n'a fait que sortir des cailloux. D'où ces histoires de cairns, on verra ça. C'est un projet collectif, c'est un projet urbain, c'est un projet qui nous montre comment est-ce qu'on peut régénérer un terrain et en faire un petit oasis de biodiversité, un lieu de rencontre, un lieu ressource, un lieu de fraîcheur en pleine ville. Comment est-ce qu'on peut faire ça à partir d'un terrain où il y a rien ou plus rien, avec plein de potentiel à réveiller, à révéler. Ça, c'est l'objectif de la permaculture, l'objectif de l'agroécologie, de tout ce qu'on aime ici. Bon, on va aller regarder ce terrain. Dans cette vidéo, on va vous parler de l'histoire du projet. On va aller regarder les plantes, ce qui a marché, ce qui a moins bien marché dans la construction. On va aller aussi rencontrer les gens qui ont repris en main ce jardin. Et ouais, il y a une transition, une évolution. C'est comme la succession végétale dans le jardin. Socialement, ça a évolué avec des creux, des hauts, des bas, et le collectif existe toujours 14 ans après. Voilà, ça fait 14 ans qu'on a créé, initié ce projet. Je suis super excité. C'est un peu un bébé là qui a été repris, un bébé collectif qu'on va visiter ensemble. Allez, c'est parti. Alors voilà, l'entrée du jardin. On est tout en bas. C'est un terrain qui est très pentu, orienté plein sud. La première chose qu'on fait dans un design de permaculture, c'est d'observer, de ressentir, d'analyser le terrain. On fait ce qu'on appelle un plan des secteurs. Et là, on est dans un secteur frais et plutôt humide. Le secteur où toutes les eaux de ruissellement arrivent, le secteur qui est le moins au soleil, peut-être même le seul qui est à peu près tout le temps à l'ombre. Donc on en a profité pour mettre des plantes qui aiment la fraîcheur, l'ombre et qui vont profiter de ce milieu-là. Voilà, là il y a une petite encolie qui s'est ressemée, il y a des plantes un petit peu partout, de la consoude qui se plaît à merveille. Bref, c'est l'accueil du jardin et ça a déjà bien poussé parce que là, je vois même plus la terrasse qui est tout en haut. Il y a des arbres qui recouvrent tout. Allez, on va aller voir d'autres secteurs du jardin. Alors là, on a mis des kiwis. Les kiwis, ils aiment bien aussi, il leur faut de l'eau. Il faut dire que c'est un jardin où il n'y a pas de source d'eau permanente. On récolte l'eau de pluie pour arroser là où il y a besoin. Donc les plantes qui ont besoin d'eau, il faut les mettre là où il y a de l'eau. Et on a observé le terrain pour voir où est-ce que l'eau ruisselle un peu naturellement, où est-ce qu'elle ressort, où est-ce qu'il y a un peu plus d'humidité au pied des murs. C'est pour ça qu'on a disposé les différentes plantes, les arbres et les arbustes en fonction de cette ressource déjà naturelle en eau. Et là, il y a un beau kiwi. Donc il y a son grand frère qui est là-bas, là, qui a bien poussé, qu'on avait fait pousser sur la cabane à toilettes sec. C'est une cabane qu'on a mis ici parce que c'est la zone la moins au soleil et aussi la moins en vue. On est sur un terrain qui est classé patrimoine. Dans la zone patrimoniale, il ne faut pas qu'il y ait de construction dans ce jardin, donc ça c'est une contrainte en plus. Le toilette est pas visible depuis la rue. Ça ne nous a pas empêché de faire un toilette qui est chouette, qui a une esthétique, qu'on a construit entièrement avec les bois de la forêt qui est juste derrière et un peu de récup de chantier. Et voilà, et sur cette toilette, on a fait pousser un kiwi. Et comme les kiwis vont bien par deux, mâle et femelle, et ben il y en a un deuxième qui est ici. Voilà, il a été taillé, mais il est énorme. Et ben voilà, ça c'est un kiwi, vous pourrez voir le tronc, c'est un kiwi qui a peut-être 12 ans. Bon, pour construire les toilettes, on a utilisé du bois de robinier, c'est le faux acacia. C'est une plante qui est dite invasive, qui se plaît bien dans les terrains qui sont dégradés, dans les pentes. Donc c'est un peu le cas d'une partie de la forêt qui est derrière. Et voilà, il y a des débats sur est-ce qu'il faut le laisser ou pas le laisser. Moi personnellement, je l'aime bien parce qu'il est mellifère, il fait un bois qui est imputrescible. Et puis ça a arrangé du monde qu'on aille le couper pour limiter un peu son expansion là-bas derrière. Donc un problème, une solution, on a du bois qui n'a pas bougé, vous voyez la charpente, elle a 14 ans et je pense qu'elle peut encore prendre quelques dizaines d'années avant de bouger. Et puis ici on a du châtaignier, pareil qui est imputrescible. Ce châtaignier, on est venu le plesser pour faire un claustrat.
Et comme il y avait encore du jour, on a mis des petits cailloux. Ça fonctionnait assez bien finalement, ça nous fait un paravent. Il y a des plantes qui poussent dessus. Bon voilà, notre petite cabane toilette sec accostée à côté du point compost pour pouvoir sortir le compost. On fait toujours ça. Le coin compost, on l'a mis pareil dans la zone la plus à l'ombre pour éviter qu'il se dessèche en été. Alors toujours au bas du jardin, on a mis les arbres qui ont besoin de moins de lumière et on a mis le néflier. Alors quand il était petit, il était à la mi-ombre. Maintenant, il est tellement poussé qu'il a été chercher le soleil. Mais c'était la logique de départ. Bon, il a été bien taillé, ça doit régaler les oiseaux à l'automne et en hiver. Je sais pas s'ils récoltent, si les jardiniers ont l'habitude de transformer la nef, mais ça c'est vraiment super pour attirer les oiseaux, leur faire une petite ressource. Et juste derrière, il y a une plante que j'adore, qui est l'akébia. Et on voit qu'elle commence à pousser, on voit qu'elle commence à se servir de l'arbre comme support. On dit souvent que l'akébia est pas très costaud, mais on voit que là elle est quand même bien volubile et qu'elle commence à peser sur l'arbre. Donc dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à la tailler, à la conduire un petit peu. Voilà, on commence à avoir une arche avec l'akébia qui fait des petites fleurs qui sentent bon. Et voilà, et une ombre qui est légère quand l'akébia est taillée. Je vous disais dans une autre vidéo que ça fait une ombre légère. Là, on voit que pas taillé, ça peut quand même être assez frais, assez dense. La vigne chocolat. Il y a les plantes qui se sont réinstallées, qui ont fait des petites guildes spontanément. Ça fait 14 ans que les plantes se ressèment pied à petit, aidées par les jardiniers, aidées par le vent et par les animaux. Au départ, on est venu mettre quelques pieds d'iris, quelques pieds de mélisse, quelques poignées, quelques pincées de sédum. On est venu mettre tout un tas de plantes aromatiques, on en a planté beaucoup et pourtant ça paraissait un peu vide. Et là, 14 ans plus tard, on voit qu'elles se sont réinstallées, qu'elles se sont appropriées le terrain. Tous les talus, tous les pieds d'arbres, les jardiniers sont venus replanter encore quelques plantes de ci, de là. Là, on voit une sauge rouge, la sauge de Gramme, qui supporte super bien le sec, qui supporte aussi bien la mi-ombre que le plein soleil. Les sédums qui se sont installés dans les pierres et les pierriers. L'iris au pied de l'arbre qui s'est réinstallée d'elle-même. On a une luzerne qui s'est ressemée aussi. On avait mis des luzernes il y a 14 ans. Là, elle se ressème un petit peu de ci, de là. Une luzerne, ça peut vivre 5, 6, 7 ans. Des fois un petit peu plus. Ça peut se recouper 2-3 fois par an. En général, on la recoupe juste avant floraison, c'est-à-dire bientôt. Là, elle va bientôt fleurir. Et c'est des plantes qui sont vivaces. Donc là, on a des couvre-sols, des parterres vivaces qui se sont correctement installés et qui font de la fraîcheur, qui limitent l'évaporation, qui permettent aussi à l'arbre de profiter pleinement de l'eau sans qu'il y ait des graminées autour. Il y a beaucoup moins besoin d'enlever les graminées. Alors bien sûr, il y a toujours un petit travail de désherbage. Il faut veiller à enlever encore les ronces qui s'installent là où on n'a pas envie de les avoir. Mais globalement, il y a un équilibre, il y a un nouvel équilibre qui s'est trouvé. Pour autant, la terre n'est pas encore très riche en matière organique. On sent ça parce qu'il y a encore de la fumeterre qui pousse, il y a encore de la molène, il y a encore des roses trémières. On voit aussi à la couleur de la terre qu'elle est encore un peu maigre. Ça amène beaucoup de diversité, ça permet à plein de plantes de pousser. Donc en termes de biodiversité, c'est génial. En termes au niveau agronomique, il y a encore de l'effort à faire. On sent qu'il manque encore de l'azote pour que le processus s'active. Il faut mettre de la matière fraîche, verte. Il faut accélérer le processus. Il a dit non, je vais vraiment penser là parce que Je monte dans les ruches. Comment ça. La première chose qu'on a fait sur le terrain, c'est de faire des terrasses. On est venu terrasser. Alors d'abord, on a fait des terrasses en terre pour limiter l'érosion, tout simplement. Des petits redans, des petits plats, avec un chemin, un talus et une terrasse. Et puis on est venu faire des soutènements pour élargir l'espace de culture et venir optimiser ces espaces. On a dimensionné ces petites terrasses de manière à pouvoir entretenir l'ensemble de la terrasse à partir d'un côté, à partir du chemin. Donc on les a fait d'environ entre 70 et 80 cm de large au maximum. Et ça nous a défini les différents espacements et donc la hauteur qui varie en fonction de la pente. On a testé différents systèmes pour venir soutenir, retenir la terre. On n'avait pas beaucoup de moyens, on a fait avec les ressources qu'on avait, il fallait économiser de la matière.
Donc on a testé le système des 0 €, c'est-à-dire d'aller chercher des perches de châtaignier, de les tresser pour faire comme un panier qui vienne retenir la terre. C'est super mignon, super joli, mais clairement, ça n'a pas tenu dans le temps. Au bout de 3, 4, 5 ans, il n'y avait plus rien. 3 ans, ça commençait à se déliter, 5 ans, ça partait en cacahuète, 6 ans, il n'y avait plus rien. Ce qui a bien tenu, c'est ces échalas de châtaignier. C'est des tuteurs à vigne en châtaignier. C'est ce qu'on avait trouvé qui coûtait le moins cher. Et qu'on est venu poser en quinconce, comme ça, pour en économiser 1 sur 2. Et pour permettre aussi à la végétation de s'installer et faire comme des espèces de petits murs végétaux. Bah ça, voilà, 14 ans plus tard, c'est encore là. Je pense qu'il va falloir commencer à penser à les changer dans les prochaines années. Mais ça a quand même tenu le coup. Je suis assez impressionné, voilà, c'est pas mal. On a testé aussi des systèmes où on a empilé des rondins. On a fait par endroits des petits bouts de murets de pierre qu'on a déconstruits parce qu'en fait il y avait trop de graminées qui se mettaient dedans, c'était trop compliqué à entretenir. Donc ce système-là, il est pas mal. Évidemment, il existe aussi le système avec des planches, mais à l'époque, on n'avait pas les moyens de s'acheter toutes ces planches pour faire ça. Voilà. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a un petit mur végétal. Alors à l'époque, on avait mis des fraisiers dedans. Là, il y a plein de plantes qui se sont installées. Il y a du romarin, de la mélisse, de la sarriette. Il y a plein de plantes qui poussent là. Ça amène de la diversité. Et puis derrière ça, il y a les espaces de culture, donc les planches qui sont amendées. Finalement, il n'y a pas tant de surface que ça dans le jardin, mais il vaut mieux faire petit et que ça marche. Donc quelques espaces où il y a le compost, etc. C'est des espaces qui récoltent aussi l'eau des chemins et l'eau des talus. Donc il y a des chemins qui sont forcément compactés, un talus, et puis en dessous de ce talus, nous, ce qu'on était venu faire, c'est une petite rigole pour retenir l'eau, au moins le temps que la végétation s'installe. Voilà. Les talus, ils ne sont pas censés être très accessibles, donc c'est de la zone 2 ou 3. C'est des espaces qu'on n'a pas besoin de trop entretenir. C'est des espaces qui sont là pour la diversité, des plantes qu'on dit auxiliaires, qui vont être mellifères, qui vont être aromatiques. Là, on veut un maximum d'odeur, un maximum de texture, des couleurs, des plantes comme les iris qui retiennent le sol. Le but, c'est de tenir le talus intelligemment, donc d'avoir vraiment de quoi nourrir un maximum d'insectes. Ça, c'est les talus. Voilà, donc on a un peu 2 ou 3 zones sur un même espace, 3 zones par bande de culture. Tiens, viens voir comment c'est végétalisé là, les murs. C'est des murs végétaux, les plantes s'installent un peu partout. Là on a des fougères, on a même des pruniers qui poussent là-dedans dans les murs. C'est incroyable. Il y a une euphorbes. À l'époque on avait même fait des patates qui sortaient de là. On a derrière nous la pièce maîtresse, une des pièces maîtresses qui fait qu'on peut avoir de l'énergie, qu'il y a plein de monde qui peuvent venir. On a le four à pain. Le four à pain, ça nous a permis d'organiser tout un tas d'événements autour pour valoriser ce qui a été produit au jardin, pour inviter du monde, pour déguster, pour célébrer ensemble. C'est avant tout un jardin et une énergie collective qui a permis de régénérer ce terrain et cette terre. Donc là, on a le four à pain qu'on a construit en terre avec des ateliers participatifs. Donc ça a été aussi l'occasion d'aller aider des gens à construire une maison. On a été les aider à construire leurs briques en adobe pour faire leur maison. Et puis on est reparti avec des briques qui avaient séché chez eux pour construire ce four à pain qui est construit donc en adobe avec du torchis par-dessus, donc un mélange de terre et de paille. On a tout monté sur notre dos. Puis ça, on l'a bien recouvert pour que ce soit bien protégé d'une structure qu'on a végétalisée, toujours pareil, faite avec les arbres de la forêt, des robiniers, avec un copain charpentier qui s'est éclaté à faire les assemblages. Voilà, tout simple. Et pourtant, ça a permis de générer énormément d'énergie, d'événements, de venir nourrir, de venir faire des événements culturels aussi autour de ce four, de faire du lien avec le quartier, avec le boulanger du quartier, avec plein d'habitants du quartier. Bref, c'est des éléments qui participent au design. Viens voir, il y a une larve de coccinelle sur le four.
Ce qu'on a fait, c'est qu'on a, bon, déjà, on a récupéré des briques pour la sole. Ça, c'est des briques réfractaires, c'est un peu particulier. C'est vraiment la clé pour un bon four à pain à pizza. Et puis, on a monté du sable pour faire la forme de la voûte en sable, ce qui venait soutenir. Sur ce sable, on est venu bâtir, maçonner nos briques en terre crue. Ça nous a permis d'avoir une belle voûte qui se tienne. Et puis, par-dessus ces briques en terre crue, on est venu faire de l'adobe, donc un mélange de terre, paille, argile, qu'on est venu mettre comme ça à la main pour faire notre forme. On a laissé sécher, et puis on a retiré le sable, et puis on a fait des premières chauffes très lentes pour pouvoir cuire un peu pour cuire la terre. Voilà. Et en retirant le sable, on a eu cette voûte qui s'est tenue par elle-même. L'idée, c'est de récupérer toutes les gouttes d'eau, donc l'eau de la toiture du four à pain, et ben on l'a renvoyée dans une petite mare qui était déjà là. En fait, elle n'était pas là, mais c'était comme une espèce de petite vase qui était enterrée sous la terre, qui datait de l'époque où les nonnes du couvent avaient aménagé un jardin. En creusant pour faire nos terrasses, on a vu qu'il restait un peu comme un reste de petits bassins qui étaient là contre le mur, qu'on a sorti, nettoyé, et dans lequel on renvoie les eaux de la toiture du four à pain. Comme ça, ça fait une petite mare pour les abeilles, les insectes, les tritons. Je crois qu'ils y ont même mis un poisson rouge les dernières années. Mais voilà, ça fait encore un autre milieu. Il y a plein de milieux différents et c'est ce qui fait qu'il y a autant de diversité dans ce jardin. Il y a des zones à l'ombre, il y a des zones à l'ombre sèches, des zones à l'ombre humides, il y a des zones d'eau. Vous voyez là, il y a la menthe derrière qui pousse et des iris. Il y a des zones qui sont en plein soleil, il y a des zones qui sont exposé tout en haut chaud avec la réverbération du mur mais à l'ombre, il y a de l'humidité, bref il y a un peu de tout et c'est ça qui fait la diversité qu'on trouve ici. Il y a vraiment des centaines voire des milliers d'insectes dans ce jardin. Alors pour faire la toiture végétalisée, on a fait au plus simple. On a fait, il y avait un plancher en planche comme ça qui fait à la fois le toit et le plancher du four à pain ou des toilettes secs. Et puis dessus, on est venu agrafer 2 couches de bâches de récupération. Une espèce de bâche en PVC. À l'époque, on n'avait pas les sous pour s'acheter de l'EPDM, qui est écologiquement un peu mieux parce que plus inerte, qui dure plus longtemps. Mais voilà, on a fait en récup. On en a agrafé 2 couches parce qu'on n'était pas très sûr de leur étanchéité. 15 ans plus tard, ça tient encore, il n'y a toujours pas de fuite. Et puis dessus, on est venu mettre du broyat de bois et un petit peu du broyat avec un peu de terreau qu'il y avait au fond du broyat, donc très peu azoté. On ne veut pas que ça pousse très fort parce qu'on ne veut pas beaucoup d'entretien, on ne veut pas trop de racines. Et puis on était venu mettre aussi un petit peu de tuiles pilées, quelques petits graviers, des gravats. Et puis on est venu ensemencer en sédum, donc des poignées de sédum qu'on vient récolter. Hein. C'est comme des boutures, chaque petite feuille de sédum c'est une bouture. On a récolté ça sur une toiture végétalisée et on a ensemencé et on est venu poser quelques rhizomes d'iris. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Et voilà, et ça permet de ralentir l'écoulement de l'eau et ça permet d'accueillir, de créer encore un nouveau milieu, histoire que chaque surface de ce terrain soit occupée et végétalisée. Les toitures, les murs, bref, on essaye d'avoir des plantes à tous les étages. Donc là, on devine que l'ensemble du jardin a été aménagé sous forme de terrasses. Plein de micro-terrasses, ça remplace les grosses baissières qu'on a dans les champs. C'est des petits ouvrages qui permettent à l'eau de s'infiltrer là où elle ruisselle ou au plus proche de là où elle ruisselle. Dans un jardin comme ça, il y a 0 ruissellement, ou pratiquement 0. C'est le but en tout cas. Donc chaque goutte d'eau vient alimenter les plantes. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir un jardin comme ça, sans arrosage ou presque. L'arrosage est concentré sur un espace. Les 8 mètres cubes d'eau qui sont récoltés sous la terrasse et sont concentrés sur l'espace potager. Il y a plusieurs secteurs, vous voyez sur la carte, et le secteur arrosé est vraiment limité à ce qui peut être arrosé. Tout le reste pousse avec l'eau de pluie en fait, tout simplement. Pousse parce qu'il y a des associations de plantes, pousse parce que le sol est couvert. Vous avez vu qu'ici le sol n'est pas couvert avec de la paille ou du foin, sauf pour les espaces vraiment de potager et de plantes annuelles. Pour le reste, le sol est couvert et il est habité, il est couvert avec de la mélisse, de la molène, du bouillon blanc, des roses trémières, des cardons. Il y a plein de plantes qui habitent là et c'est elles qui viennent pailler le sol au pied des arbres fruitiers. Les arbres fruitiers, on les a arrosés pendant 2 ans.
peut-être un petit peu la 3e année l'été. Mais c'est tout. Après, ils n'ont plus du tout été arrosés. Et il n'y a pas besoin de ça. Et encore, quand je dis qu'ils ont été arrosés, ils ont été arrosés à l'arrosoir, vraiment au moment clé pour les sauver. Et puis, voilà, maintenant, le pied des arbres est complètement végétalisé. Et ça, c'est l'objectif, c'est ce qu'on cherche quand on parle d'avoir des couvre-sols un peu partout. On pourrait avoir encore plus d'arbres pour avoir encore plus de fraîcheur et d'ombrage. C'est ce qu'on discute là avec les jardiniers. On pourrait aller encore plus loin dans cet esprit multi-étagé et de jardin-forêt. Mais voilà, il y a déjà une belle trame avec des terrasses plus ou moins larges. On a fait avec la pente. Il y a quand même une pente qui est vraiment forte. Donc c'était la contrainte principale. On en a fait un atout parce que du coup, ça fait toutes ces terrasses qui sont aménagées avec du verre et des petits sentiers un peu partout. Mais ça, on va aller en discuter avec eux juste un peu après. Là, on commence à avoir de l'abondance, des plantes partout qui se ressèment et qui se ressèment, qu'on va pouvoir tailler. Là, on a des porte-greffes possibles. Il y a le prunier qui s'est ressemé, donc on va pouvoir venir greffer, choisir quelques plantes bien placées, les greffer, tailler les autres pour que ça nourrisse le sol avec les racines. Toujours la même histoire. Voilà, et tout ça, au milieu, le prunier, il pousse au milieu d'un bouquet de fleurs. Voilà, on a plein de plantes qui poussent les unes avec les autres. C'est cette histoire de guilde dont on vous parle souvent. Alors voilà comment avoir un bouquet de fleurs en pied d'arbre. Vous avez vu, ça c'est les iris qui sont plantés vraiment au pied du plaque minier, au pied du kaki. Et ça fait très peu de concurrence. Elles sont capables de fonctionner avec très peu d'eau. Elles sont en superficie, donc elles ne font pas du tout de concurrence racinaire. Ça fonctionne très bien. En plus, à cette époque, c'est magnifique. Mais même le reste de l'année, ça lui laisse de l'eau. Et le plaque minier, c'est un des arbres majeurs qu'on a choisi collectivement à la fondation du jardin. Voilà, il y a un plaque minier, un kaki là, c'est un kaki pomme. Donc il y a des kakis qui se mangent blé ou pas blé, qui sont plus ou moins astringents. Donc celui-là, c'est un kaki non astringent. Et il produit beaucoup de kakis. Je crois qu'il régale les jardiniers. C'est un des arbres qui produit le plus dans le jardin. C'est généreux, ça ne demande pas grand-chose. Et ça supporte le chaud, supporte bien le sec. Il n'est pas arrosé. Et en plus, il n'attrape pas de maladie. C'est vraiment un super arbre. Et quand on regarde un peu au pied des iris, et là, on a tout un jardin. On a encore des sédums qui ont été ramenés là par les jardiniers des différents promenades, voyages. Je ne sais pas comment c'est arrivé là, mais il y a un jardin. Plus on zoome et plus il y a de monde. Tout en haut du terrain, il y a les ruches. Et devant les ruches, on a une zone sauvage. On ne peut pas se mettre devant la planche d'envol des ruches. Alors c'est un bon endroit pour laisser la nature s'installer. C'est là où il y a un roncier, il y a des sauges qui s'installent, il y a des robiniers, il y a des rejets d'arbres. Bref, c'est une petite zone sauvage. Même si la grande zone 5, la zone sauvage de permaculture, elle est dans la montagne derrière, on en a quand même par petites poches, par petites touches dans le jardin. Voilà, donc une zone sauvage. C'est peut-être un 5e, un 6e du jardin qui est là devant, en dessous des ruches, qui se régalent. Elles sont en activité, elles sont à fond, ces abeilles là en ce moment. En plus, il y a les robiniers qui sont sur le point de fleurir. Ça fait plaisir à voir, il y a du monde. On a testé 3 sortes de ruches. Donc il y a les ruches classiques, les d'Adam, avec des cadres, faites pour être visitées. Et il y a des ruches varées, donc des petites ruches qui sont par module, plus légères, plus faciles à manipuler, où on va moins visiter cadre par cadre, on les découpe à la verticale. Et puis il y a des ruches horizontales. Ces ruches horizontales, on dit que c'est des ruches kenyanes, des ruches africaines. Et c'est l'essaim qui se développe comme ça, plutôt que de se développer de haut en bas. C'est des ruches qui sont super pratiques, mais adaptées surtout aux endroits chauds, parce qu'en fait, elles peuvent moins conserver la chaleur. L'avantage des essaims qui descendent, c'est que elles peuvent plus envelopper et conserver la chaleur, la température. Donc ça, dans les zones un petit peu chaudes, là on est plein sud, protégé par les murs et tout, ça a l'air de bien faire l'affaire. Voilà, et c'est des ruches qui se visitent, donc il y a des cadres comme ça qui peuvent se soulever. Mais ça permet, les abeilles se rendent pratiquement pas compte qu'on visite parce qu'on soulève un cadre et on n'enlève pas tout l'élément. Voilà. C'est des ruches qui sont extensibles comme des accordéons. Les abeilles rentrent par là et puis il y a une
une planche qui vient fermer, clôturer, et qu'on va agrandir au fur et à mesure des besoins de la ruche. C'est super pratique. Et là, elle est bien habitée. Là, on a un bel argousier femelle. On a planté donc il y a 12 ans un mâle et un femelle. Parce que pour les argousiers, c'est comme pour les kiwis. Il faut des mâles et des femelles. Ou au moins un mâle dans les parages pour pouvoir polliniser les femelles. Voilà, là on voit qu'il y a encore plein de fruits. Ça commence à devenir un beau pépère. Les argousiers, ils supportent super bien le sec. On l'a quand même mis dans une ligne d'écoulement, ce qui fait qu'il est un peu plus gros. C'est des fixateurs d'azote, donc ils poussent bien dans les sols pauvres. Voilà, ils se taillent bien. Peut-être que son seul inconvénient, c'est qu'il est épineux, qu'il a un peu galère à tailler, broyer ou même à récolter. C'est hyper riche, ces fruits sont hyper riches en vitamine C, en minéraux. On peut faire des sirops, il y en a qui font des shampoings fortifiants pour les cheveux. C'est vraiment une chouette plante. C'est une belle plante entre montagne et Méditerranée qui aime le chaud et qui pousse aussi en altitude. Bref, l'argousier avec une petite mi-ombre, là, un feuillage léger gris qui laisse passer aussi la lumière. C'est pour ça aussi qu'on l'a mis proche du potager. Voilà, l'argousier. Ça, c'est les étiquettes qu'on a fait il y a 12 ans. On les a fait avec une potière, on s'est inscrit collectivement à une journée pour faire les étiquettes de tous les arbres. Ça nous a fait du lien, ça nous a permis de se connaître, de se rencontrer dans l'assaut. Donc c'était un élément, plusieurs fonctions. 12 ans plus tard, les étiquettes sont encore là. Ça, c'est un bon moyen d'avoir des étiquettes pérennes dans votre jardin. Quand voilà, vous avez quelques dizaines de plantes, c'est parfait. À l'ombre du tilleul, il y a plein de monde. Il y en a qui aiment bien la fraîcheur et qui viennent chercher cette fraîcheur. On a des violettes qui ont du mal à pousser en plein soleil et qui poussent là. Il y a de la passiflore qui a tendance à beaucoup drageonner, qui est en train de ressortir un peu partout. Cette passiflore qui font les fruits de la passion, qu'on est venu planter sur le mur, pareil, pour essayer de tempérer, d'éviter ce rayonnement solaire. Elle a tendance à rejeter, donc ça, il faut en tenir compte dans votre jardin si vous la mettez. Surtout dans les sols lourds et un peu compactés. Voilà, là elle se plaît à fond. Et puis alors là il y a un truc qui m'étonne complètement. Il y a un asie-minier. On avait mis un asie-minier il y a 12 ans en se disant qu'il serait bien à la mi-ombre poussé sous le tilleul. Je pense que de toute manière il n'aurait pas eu sa place vu la taille du tilleul. Mais il est encore là. Alors je comprends pas. Je comprends pas s'il s'est ressemé, s'il a végété. Pour moi c'est un mystère. Je pensais qu'il aurait disparu ou alors qu'il ferait 3 mètres de haut. Et puis il fait toujours la même taille. En tout cas, à l'époque, il s'était fait complètement déplumer par les limaces. Je pensais qu'elles avaient eu raison de lui, mais je sais pas. Il y a peut-être eu un équilibre, un deal de trouver. Il y a encore plein de mystères. C'est du vin? Ah non, c'est du thé. Tu veux du thé? Ah si, je veux bien. Je fais tourner. Du coup, tu voulais nous raconter l'histoire du jardin? Bah ouais, j'étais à la recherche d'un terrain. Ouais, c'est ça. Moi, 10 ans avant Jésus-Christ. 2009, j'étais à la recherche d'un terrain de jeu. Et j'ai cherché un peu dans les 4 coins de la ville un terrain qui pourrait faire l'affaire pour pouvoir expérimenter. Moi, je sortais de mes études, je sortais de mon ordinateur, de toutes mes listes de plantes qu'on m'avait fait apprendre par cœur. Et tu connais ça. Et j'avais juste envie de planter, de semer, de faire mes expériences botaniques. Et à l'époque, je ne connaissais pas encore la permaculture. Et donc, je cherche un terrain de jeu, je discute avec différentes personnes, dont une personne du quartier ici, et qui m'a orienté vers ce terrain en disant bah là, il y a un terrain qui est en friche, tu devrais aller voir, tu peux regarder à travers les grilles si ça t'intéresse. Mets-toi en contact avec le musée dauphinois, c'est eux qui sont gestionnaires.
Et voilà, c'est un terrain au conseil au département. Donc voilà, de fil en aiguille, je vais voir le terrain, je me dis ouais, pourquoi pas, ça peut être chouette. Et là, je vais parler, je monte un petit dossier pour parler d'un jardin de conservation, jardin nourricier, jardin de conservation, un peu verger de conservation. Et j'ai écrit 4 pages et je suis allé avec voir le directeur du musée dauphinois de l'époque. Qui s'appelait comment? Jean Guibal. Jean Guibal, qui était extraordinaire. Et ouais, une chouette personne. Et qui m'a regardé et qui m'a dit, écoute, c'est un beau projet, t'es un peu fou, parce que dans ce jardin, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, voilà, il y a surtout des cailloux, et c'est pas accessible en voiture, donc je sais pas vraiment ce que tu vas pouvoir faire de ce truc-là, mais nous, on n'en fait pas grand-chose, ça sera toujours mieux, et je suis OK pour te soutenir. Donc voilà, on a été signé une convention. Moi, suite à ça, on a monté une petite association, mais très rapido, juste pour pouvoir signer la convention de mise à disposition du site. Et on a été signé ça avec le conseil départemental. Vous êtes allé là-bas au conseil départemental? Ouais, j'ai été signé ça au conseil départemental. Et après, avec Jean Guibal ici, il y avait une mise à disposition avec le musée. Et ça, c'était voilà, l'amorce du projet. Tu te rappelles, c'est 2010? Et j'ai un doute sur 2010 ou 2009. Et c'est seulement après que tu as commencé à réfléchir sur ce que tu... Et j'avais commencé à réfléchir un peu, j'avais fait mais j'avais pas fait de plan. Je m'étais dit on ferait un verger, moi je voulais mettre une ruche, puis voilà, faire un petit... J'avais pas encore le projet. Et après je me suis retourné, et je suis retourné chez moi et je me suis dit quand même, sans eau, je connais des plantes mais je connais pas le jardinage, ça doit pas être si évident. Et c'est en cherchant là-dessus que je suis tombé sur Sepp Holzer et des projets de permaculture où il parlait de gestion de l'eau. Rien à voir. Sepp Holzer, c'est en Autriche, dans la montagne et tout, mais en faisant des recherches sur Internet, je suis tombé là-dessus et ça m'a ouvert un monde. Donc c'est grâce au jardin que j'ai découvert la permaculture. Tu as trouvé d'abord le terrain et ensuite... Et ensuite j'ai découvert la permaculture. Et donc c'est quand même incroyable, c'est quand même ce jardin qui m'a été ma porte d'entrée. Je dis que c'est un étudiant en permaculture qui a tout. Pas du tout. En fait, non, c'est un étudiant paysagiste qui a trouvé le terrain et qui, pour répondre aux enjeux du terrain, a découvert la permaculture pour pouvoir en faire un lieu autonome et voilà comment recréer de la matière organique, tout ça. Ça a bien fait de venir, sinon on continuait avec une histoire plus. Donc c'est ça. Et donc moi, 10 jours après avoir vu les quelques vidéos qui existaient à l'époque de permaculture, j'étais inscrit dans un CCP, un cours de conception en permaculture. Et voilà, je me suis inscrit à ça. Et là, j'ai été dans ce cours de conception en permaculture avec ce projet-là. Donc j'écoutais tout le cours avec ce projet en me disant qu'est-ce que ça pourrait donner sur le terrain, comment on pourrait faire, comment on va faire pour appliquer les différentes zones, il y a quoi comme secteur sur le terrain. Et voilà, donc je suis revenu avec un projet, un design de permaculture, comme on dit, un peu type. Mais c'était vraiment le design d'étudiant type qui applique à la lettre un peu ce qu'il a entendu. Avec les zones. Et ça a bien bougé depuis. Oui. Voilà, et il y a plein de petites histoires autour de tout ça, mais je suis revenu là. Et là, j'étais remonté à bloc. Je pense qu'on a signé la convention en hiver, quelque chose comme ça. J'avais embarqué 3-4 amis dans l'association. Et donc on était 3, 4, peut-être 5 maximum. Et on avait commencé à explorer un peu le terrain. On s'était fait quelques journées à pelle pioche pour faire les premières terrasses. Et on s'est vite rendu compte que ça allait être du boulot, pas facile et tout. Mais bon, on avait envie de le faire. Et donc j'ai dessiné le design évolutif. Et je me suis dit, on va dessiner un design qui peut évoluer dans le temps. Et puis on va se donner, j'avais mis 2 ou 3 ans pour faire un quart du jardin, pour pas se décourager trop vite. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et voilà, puis on a quand même fait une réunion de lancement, en fait, d'inauguration. Donc on a organisé l'inauguration du jardin. Et pour ça, on a réservé une salle dans le musée dauphinois. Et puis on a été se faire prêter des ânes. Parce qu'une des contraintes, c'est que c'est pas accessible. Vous avez vu les marches pour arriver. On s'est dit comment on va monter la matière organique. Donc on a été louer des ânes.
on a été voir un élagueur pour récupérer du BRF frais. Donc il nous a livré au-dessus là-haut, sous la cité universitaire, il nous a livré 2 bennes de BRF frais, tout fumant, tout chaud, parce que j'avais entendu parler de ça dans mon cours de permaculture, du BRF pour régénérer le sol. Donc je me suis dit c'est par là qu'il faut commencer. On avait préparé un niveau égyptien pour faire les courbes de niveau, comme j'avais vu dans mon cours de perma. On l'a toujours aussi. Vous l'avez toujours, et ça c'est historique. Et voilà, et nous voilà en train de faire un atelier avec tous les gens qu'on avait invités de notre réseau. On trace des courbes de niveau, on fait une terrasse et on amène avec les ânes le BRF par sac qu'on venait charger et décharger à la corde par au-dessus. Voilà, donc c'était la petite expédition. Et en même temps, ça faisait parler parce que les gens nous voyaient dans la rue. On était en haut, il y avait les ânes qui étaient aussi en bas, rue Saint-Lô. Donc, mais qu'est-ce que vous faites avec les ânes? Qu'est-ce que machin? Et puis petit à petit, ça commençait à causer. Voilà. Et j'avais fait un design, un premier plan du jardin, de ce que ça pourrait être à terme, avec toutes les terrasses, tous les arbres, etc. Et ça, je l'ai projeté en réunion publique au musée dauphinois le soir, là, après un apéro. C'était l'après-midi. Et projeter ça en disant bah ça pourrait être ça. Et après j'ai passé un film, le film de Sepp Holzer justement. Donc les gens, je crois qu'ils ont eu du mal à faire le lien entre les 80 hectares de Sepp Holzer et les 1000 mètres carrés ici. Mais moi, dans ma tête, c'était vachement clair. On allait régénérer le terrain et on allait cultiver de l'eau. Ouais, j'avais vu que Sepp Holzer, il avait réussi à faire rejaillir des sources, qu'il y avait de l'eau qui coulait dans sa montagne. Pour moi, c'était suffisant. J'avais de l'espoir. Je me suis dit, on va faire pareil sur la friche. Et voilà. Mais du coup, on a débarqué sur ce terrain qui était juste une friche, avec aucun arbre et quelques messicoles. Il y avait des roses trémières quand même, qui amenaient une belle ambiance. Il y avait un figuier. Un figuier, des roses trémières. Et beaucoup de cailloux. D'où l'idée, d'où le nom du jardin des cairns. On s'est dit, on va essayer de tourner une contrainte en opportunité. Et on va essayer de voir ces cailloux un peu différemment. Parce qu'à force de piocher et de sortir des cailloux, ça commençait à nous fatiguer. Et en permaculture, on dit qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et donc voilà, se dire que les cailloux pouvaient être une solution pour se repérer et pour faire une œuvre en commun. Donc c'est l'idée et l'image des cairns en montagne qui sont assez connus à Grenoble, pas forcément de partout, mais où on fait des tas de cailloux pour se repérer quand il y a du brouillard ou de la neige dans le paysage en montagne. Puis chacun contribue et pose son caillou quand il passe pour créer ces points de repère-là. Donc c'était l'idée du jardin. Et puis on avait des petits cairns un peu partout, parce qu'au bout de chaque terrasse, on sortait nos cailloux. J'ai vu qu'il y en a un peu moins maintenant, ou qui sont peut-être moins visibles. Il faudrait qu'on les refait des nouvelles marches. Et c'est vrai qu'il faudrait refaire un cairn à l'entrée, ce serait pas mal. Hein. Des petits cairns. Parce qu'on nous demande toujours, mais pourquoi ça s'appelle le jardin des cairns? Je m'explique. Parce qu'ils sont tombés sur des petits cailloux. Cette fois-ci, c'est la même. Excellent. Mais bon. Non, mais j'aimerais bien effectivement qu'il y ait un petit tas là-bas. Un petit cairn pour raconter. C'est la même chose que tu racontes aussi, Grenouille. Oui, ça c'est. Moi, je vais refaire une voici. Pour les grenouilles, ça fonctionne. Oui. Et à partir de cette journée-là, eh ben, on a ouvert le jardin presque tous les week-ends. Et puis on a fonctionné en bouche à oreille le week-end. C'était ceux qui voulaient venir nous aider à faire notre terrasse. On avait notre plan. Donc on savait à peu près où on allait. On a commencé par terrasser le terrain pour retenir l'eau, parce que c'est un terrain qui s'érodait. Et donc le premier réflexe, c'est retenir l'eau, stocker la matière organique. Et on a fait ces terrasses sans soutènement au début. Puis après, on a rajouté les soutènements. Et puis après, on a mis en place la terrasse sur laquelle on est ici pour récolter de l'eau vraiment. On a construit les toilettes secs en bas. Et puis petit à petit, on a développé tout ça. J'oublie de dire une chose, c'est que la toute première chose qu'on a fait quand on a eu le terrain, c'est de poser une ruche. Et c'était la friche, il n'y avait rien, et on est venu avec une ruche pour commencer. Et c'est donc elles qui ont commencé à jardiner en premier. C'est les premières habitants. Donc historiquement, c'est quand même la ruche qui est là, qui a fondé le jardin. Pionnière. Ouais. Et donc on a commencé comme ça, mais vraiment de manière très informelle. C'est-à-dire qu'en fait, au vrai, on ne demandait pas d'adhésion aux gens. Les gens venaient, nous rejoignaient. Vous faites quoi? Parce qu'il y a des gens qui nous voyaient depuis leurs fenêtres, qui débarquaient, d'autres qui se promenaient, d'autres qui avaient entendu parler. Et du coup, les gens venaient, je peux vous aider. Et ben venez, vas-y, il y a des seaux, il y a une brouette, on porte des pierres, on bouge de la terre, on monte du bois. Et voilà.
Et donc il y a eu un collectif qui s'est créé, mais il y avait plus d'une centaine de personnes qui étaient passées en quelques mois sur le jardin. Ça va vite, à coup de 10-20 personnes par week-end, ça fait vite du monde. Et puis voilà, et puis une asso qui était pas encore du tout structurée. Donc l'hiver, on a remis à plat toute l'asso pour créer une asso avec un fonctionnement collégial. Donc avec plus d'horizontalité, avec des pôles, parce que ce que j'avais vu aussi dans mon cours de design en permaculture, c'est que le design il s'applique au terrain, mais pas que, et que les principes de l'écosystème, on peut les retrouver au niveau social et au niveau du fonctionnement des groupes. Et donc j'avais aussi esquissé un design social pour le proposer en disant en fait on pourrait fonctionner, avoir des interactions entre nous qui reflètent un peu ce qu'on trouve dans le jardin. Et voilà, et donc on a retravaillé, redesigné tout ça. Et puis on est arrivé à ce CA collégial avec entre 12 et 15 personnes, et, qui étaient des membres actifs. Et voilà, tous ces 15 personnes ou ces 12 personnes qui avaient la clé. Il y avait un engagement aussi qui était d'aller ouvrir une fois de temps en temps le jardin si on avait la clé, d'accueillir les gens qui voulaient rentrer quand on avait la clé. Et puis chacun faisait partie d'au moins 2 pôles. On avait organisé en différents pôles. Ça y est dans le document que vous avez. Mais il y avait un pôle nourricier, je crois, potager nourricier. Un pôle apiculture. Donc il y avait des ateliers construction de ruches, ruchers, etc. Un pôle événementiel et culture événementielle, donc avec les concerts, les petits événements culturels, les visites, les 4 journées thématiques avec des fêtes chaque année, donc une par saison, où on faisait un bœuf musical, des ateliers de visite, des ateliers pratiques découvertes, et four à pain, découvertes culinaires, découvertes des plantes sauvages. Vu qu'au début les arbres étaient tout petits, il fallait qu'on valorise vachement tout ce qui était déjà là. Donc on a beaucoup valorisé les plantes sauvages comestibles. Et on avait du monde dans l'équipe, il y avait un pôle cuisine aussi. Donc on faisait des ateliers cuisine culinaire avec des plantes sauvages de jardin, des plantes sauvages de la Bastille. Et puis voilà, on a fait aussi pas mal de glanes, parce qu'il fallait bien qu'il y ait des légumes dans ce jardin. Donc avant que ça pousse, on allait glaner, on avait fait des disco-soupes. Où on allait glaner des légumes en fin de marché, puis on faisait des soupes. Donc il y a eu plein de petits événements comme ça qui ont été développés par le pôle cuisine. Ça s'appelait un pôle cuisine. Nous on avait un pôle cuisine. On avait un pôle cuisine et puis il y avait aussi un pôle transmission, pédagogie transmission, qui faisait les ateliers pédagogiques, voilà, les petits stages, les petits trucs comme ça. Donc ça faisait, je ne sais plus combien, il y avait 7 pôles. Et conservé ça. Et voilà, et puis on fonctionne. Pôle ruche, Pôle ruche, pôle potager verger, pôle événements et événements. communication. Pôle qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a Animation, on a aussi l'animation. animation. Ouais, c'est peut-être pédagogique en fait. Ouais, ça correspond. Je pense qu'on a conservé quand même l'idée des pôles avec des gens qui s'impliquent, plusieurs sur chacun. Pôle four à pizza. Ah oui, nous il faisait partie du pôle événement. Vous avez un pôle, il y a le four pizza. C'est quand même un élément important du jardin. On est très contents quand Moi, il y a animation culturelle et animation culinaire, en effet. Mais il y a aussi le pôle finance. Parce que... Oui. Et ben nous, après, on avait le pôle admin qui faisait finance comme interne, etc. Qui était un peu au cœur. Ouais, excellent. Et puis on avait essayé, alors ça avait plus ou moins bien marché pour les pôles. On s'était dit, il faut que, idéalement, il y a un référent par pôle avec un suppléant, un petit peu qui est au courant. Et puis on s'est dit, on avait essayé. Au début, ça avait marché, puis en fait, après, c'était un peu compliqué. Puis on s'était dit, c'est bien. On est tous au même niveau, mais il n'y a pas de référent. Non. Voilà, nous on avait un peu. On pose quand même pas mal de questions. Oui, ça c'est technique. Un des facteurs limitants, c'était quand même la connaissance, la compétence jardin et plantes en fait. Oui. C'était notre facteur limitant où ça reposait pas mal sur moi, après sur Amandine aussi. Oui. Mais finalement, assez bizarrement pour un jardin, il y a beaucoup de gens qui venaient pour apprendre et qui du coup n'étaient pas forcément à l'aise, mais petit à petit gagnaient en compétences. Et au début c'était ça, mais après, il y avait
voilà, petit à petit, en fait, il y en a qui gagnaient quand même en confiance et qui étaient capables au moins d'accueillir et de dire un petit peu quoi faire et d'embarquer 2-3 personnes avec eux. Alors le design, c'était vraiment l'observation. Commencer par observer et par faire un plan des secteurs. Donc les différents secteurs, plus ou moins humides, plus ou moins chauds, plus ou moins secs. Ça, c'était la première analyse. Dézoomer d'abord, zoomer sur le terrain. Regarder les secteurs dans lesquels on était par rapport à la ville, sur la Bastille, etc. Et puis après, zoomer sur le terrain. Et regarder les parties plus humides en bas du terrain qui récoltaient toute l'eau de ruissellement, le drainage des murs, les parties en pied de mur qui étaient secs, les parties en pied de mur qui étaient humides, pour voir où on mettait les arbres. On a essayé d'implanter les arbres du coup en fonction, parce qu'il y a des micro-secteurs, il y a des endroits où en fait il y a des barbacanes dans le mur qui fait qu'il y a un écoulement d'eau à un endroit et qu'on voit que ça pousse un peu mieux. Donc on a essayé de s'adapter un peu à ça, autant qu'on pouvait. Voilà, on a identifié un peu toutes les contraintes et voir comment on pouvait le tourner en ressources. Donc tiens, il y a de la visibilité, tiens, c'est pas facile d'accès, mais ça se mérite quand on arrive là, comment est-ce que ça peut être vécu. Donc on a essayé vraiment de faire ce travail contraintes, ressources, défis. Et puis il y a eu le plan de zonage. Ce fameux plan de zonage, là, c'est un plan de zonage en permaculture, c'est l'ergonomie en fait. C'est où est le centre et où est-ce que je vais mettre beaucoup d'attention et où est-ce que j'en mets un peu moins. Et donc généralement, il y a 5 zones classiques. Et puis voilà, de la zone 0 ou 1, on est 0 où j'habite. Donc là, il n'y a pas de zone 0. Puis la zone 1 où je suis tous les jours, régulièrement, tous les jours. Et zone 2, 3. Puis là, en sortant du stage de permaculture, pour moi, il fallait qu'il y ait les 5 zones dans le jardin. Puisque sur un design de permaculture, il y a 5 zones. Tu n'habites pas sur place, donc tu ne peux pas avoir 600 000 € studio que Et ça ne marche pas. Et ça, j'ai fait l'erreur de penser qu'il y avait un zonage, c'était lié à un terrain. Et on ne m'avait pas bien expliqué ça, moi. Et j'avais fait la confusion entre design et terrain. Et en fait, le zonage, c'est lié à une personne. Le centre, c'est une personne. Donc il y a autant de zones que de personnes là assis autour de la table. Pour toi, peut-être que le jardin, il est en zone 1. Mais pour toi, il est peut-être en zone 4 ou 3. Oui, tu vois loin. Et c'est beaucoup plus loin. Et en fait, le design, c'est vraiment... Le zonage, c'est quelque chose qui est en lien avec le design de vie, plus que le design terrain. Mais qui vient se plaquer sur le design terrain, parce qu'après, c'est adapté. Et donc, ça, on l'a revu parce que j'avais imaginé, du coup, forcément, il fallait que tout se passe sur ce terrain. Donc au début, j'avais vraiment de manière scolaire dit il y a une zone avec la petite pépinière, il y a une zone avec le potager zone 1 où il faut qu'on soit tous les jours, les salades, les laitues, la tomate, les trucs, c'était très schématique. Et puis il y a une zone sauvage dans un coin et puis tout ça. Et en fait, on a eu des échecs parce que on avait du mal à entretenir notre zone 1. Nos semis, nos couches chaudes, on avait mis une petite serre à un moment et c'était compliqué. Et à un moment, je venais en vélo, il fallait que je vienne ouvrir la serre. J'étais en train de transpirer en me disant quand même c'est un peu loin. Moi, j'habitais à l'autre bout de la ville. Et là, je me mets tout d'un coup, j'ai une illumination en me disant mais ma zone 1, elle est sur mon balcon. Et là, le jardin, là, ça fait 15 minutes que je pédale. Le jardin, il est clairement en zone 2 ou 3 pour moi. Et ça a changé pas mal de choses parce que du coup on a posé, voilà, en quelque sorte, où j'ai accepté de me dire en fait ce jardin-là, dans mon zonage à moi, il n'est pas dans ma zone 1, il est en zone 2 ou 3 et en fait sa fonction principale, elle est d'avoir des légumes vivaces, des arbres fruitiers, des plantes aromatiques, d'avoir les abeilles, d'avoir tout ça quoi, l'événement culturel et moins. Pas tant qu'il n'y a pas quelqu'un. Et en fait, je suis arrivé en disant, mais en fait, ça va dépendre de qui. La zone 1, elle pourra exister, on va lui laisser de la place parce qu'elle est là dans le design, mais à condition qu'il y ait quelqu'un pour qui il y ait une zone 1 dans sa vie. Quelqu'un qui aurait envie d'aller tous les jours ouvrir. Il y en a eu à une époque avec la poule. Oui, c'est ça. Quand il y a eu les 2 poules dans le terrain, c'est quelqu'un qui habitait en dessous du jardin. Et là, tout d'un coup, pour cette personne-là, c'est devenu une zone 1. Et donc ça peut être évolutif. Dans un jardin collectif comme ça, ça peut bouger. Donc il y a la zone 1, elle est dans le terrain. Mais c'est là où je me suis dit que, effectivement, que ça allait ressembler plutôt à un jardin-forêt.
et qu'on allait plutôt mettre en valeur les plantes vivaces plutôt que de se décourager à se juger, à s'estimer par rapport à ce qu'on arrive ou pas à faire sur un schéma type de permaculture. Parce que nous, on arrive au début, on va faire des terrasses, des buttes, et puis on va cultiver des super buttes façon Emilia Hazelip avec plein de légumes. Et en fait, ça c'était compliqué parce que personne n'y allait quotidiennement. Et voilà, et du coup, de décaler ça, ça a permis aussi de remettre un peu les objectifs au bon endroit. Là, toujours actuellement, il y a personne qui vient au quotidien. Depuis que les poules ont été mangées, non, plus personne. Donc, maximum, c'est 2-3 fois par semaine. Donc, c'est compliqué. Ouais, mais on voit que ça pousse, il y a plein de choses qui poussent. Voilà, et à mon avis, ce que vous pouvez faire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vous pouvez vous permettre de perturber beaucoup plus. Ça, c'est pas trop d'effort. Ça, perturber, couper, tailler, faucher, remettre de la matière organique, ça, vous pouvez le faire pour améliorer. Ça, je peux faire facilement. Voilà, ça, tu peux faire. Tailler avec ton sécateur, t'en laisses un peu pour les abeilles, un tiers pour les abeilles, le reste pour les vers de terre. J'ai tout enlevé. Parce que c'est beau, toutes ces fleurs. On peut enlever sur les parties verticales. Oui, bien sûr. Et pas les coquelicots. Pas les coquelicots. Mais les parties verticales, tu peux les tailler. Un peu. Ça stimule les racines et ça tient. Mais couper, surtout pas arracher. Et si vous taillez, ça va améliorer ça. Et ça se fait tout le long de l'année. Ouais, en fait, l'idéal, si tu veux redonner à manger au sol, il faut tailler avant floraison. D'accord. Avant floraison, et pour les arbres et les arbustes, idéalement, c'est sortie d'hiver, début printemps. Voilà, printemps. Les arbres et les arbustes, on arrête de les tailler à partir de l'été, quand ils commencent à outer, c'est-à-dire que quand ils commencent à épaissir. Tu sais, les arbres, ils ont deux moments de pousse. Ils ont le moment d'élongation au printemps, donc il y a le rameau qui se développe. Si tu le tailles au moment de l'élongation du rameau, ça va le stimuler à en refaire encore, ou à se ramifier plus. Donc il va refaire de la feuille. Et puis passé un moment, il va outer, c'est-à-dire qu'il s'est allongé suffisamment, et là il va s'épaissir. Et là il fait du bois, et il fait de la réserve, et il fait les bourgeons qui vont faire la réserve pour l'année d'après. Donc à partir de ce moment-là, il ne faut pas le tailler. Alors pour certains arbres, c'est mois d'août, pour d'autres c'est mi-juillet, pour d'autres c'est début septembre. Mais en gros, il faut arrêter de tailler les arbres à partir de juillet. Voilà, tu tailles. Mais voilà, avant, c'est possible, selon ce que tu veux faire. L'olivier, il a été taillé en plein mois de juillet, en plein cagnard, à la demande du directeur du musée dauphinois. Alors l'olivier, c'est un peu spécial parce que c'est une plante persistante qui garde ses feuilles toute l'année. Ouais. Donc eux, ils ont un cycle un peu différent. Et il va avoir des pousses aussi à l'automne. Oui. Donc ça peut se tailler un peu plus tard. C'est pas très... Mais l'idéal, l'olivier, ça se taille plutôt normalement, ça se taille plutôt en mai-juin. En mai. Mais il a été beau, il supporte bien la taille. Les olives du jardin. Mal, hein. Et comment vous avez fait un jardin sans eau ni électricité du coup? Parce que c'était quand même une des bases du... Eh ben, alors, un jardin sans électricité, ça a été avec de l'huile de coude et pas mal d'ingéniosité. Ça nous a poussé à aller chercher le low-tech et compagnie, donc ça tombait bien parce que c'était aussi dans les principes de permaculture. Donc on a fait, on était avec des vélos-pompes, plus d'outils à main, plus de choses où on réapprend un petit peu à faire avec le minimum de machines en fait. Et ça n'empêche pas que pour la terrasse, on avait quand même tiré une rallonge pour avoir de l'électroportatif. On l'a fait avec la circulaire. Mais ça, c'était... Et le broyage, on le faisait broyer... en fait, le BRF, il venait de partenariat avec des élagueurs. Et c'est eux qui... On a plein de bois de jardin. Et si on ne le broie pas électrique, c'est compliqué. Ouais. Vous pouvez couper en plus petits morceaux ou couper, après c'est le temps. Comme je vous disais, vous pouvez aussi couper en plus petits, moyens morceaux et puis travailler avec peut-être les urines des toilettes secs. Il y a peut-être moyen de faire comme ça aussi. Et puis un jardin sans eau, ça a été vraiment le travail. Le premier réflexe, c'était de travailler sur la topographie. Mais ça, c'est pas tant pour retenir l'eau que pour limiter l'érosion. Le premier réflexe a été de travailler sur la topographie
Et puis une fois qu'on a fait ça, ça a été de stocker de l'eau là où on pouvait, donc sur la terrasse sur laquelle on est. 50 mètres carrés, ça fait beaucoup d'eau. En fait, le facteur limitant sur une terrasse comme ça de 50 mètres carrés, c'est le volume de stockage. Je pense que les cuves, elles doivent être pleines assez régulièrement. Mais pas en été. En été, elles sont à sec au mois d'août. Et voilà. Et donc du coup, on a travaillé sur ce principe donc, que je vous expliquais tout à l'heure, qui est d'utiliser la citerne qui est derrière, comme citerne de stockage. Donc de remplir les cuves, puis la citerne de stockage, puis de re-remplir la citerne avec la citerne de stockage, celle-là. Avec un tuyau. Et, voilà. Et puis après, on a dimensionné ce qu'on pouvait faire en fonction de la quantité d'eau qu'on avait. Donc on avait nos 8 mètres cubes plus 5-6 mètres cubes dans la citerne. Et avec ça, on a commencé à arroser à l'arrosoir et au goutte à goutte pour ce qui était en contrebas qu'on pouvait faire par gravité, à arroser juste ces parties-là. Et puis voilà, puis on a mis beaucoup d'attention sur les arbres les 3 premières années. Maintenant, j'imagine que vous les arrosez plus, donc ils sont autonomes. Voilà, ça a été quelque chose. Et puis on a beaucoup travaillé, on a beaucoup paillé, on a même trop paillé. Parce qu'on avait tellement peur de manquer d'eau qu'on mettait des grosses quantités de paille. Et du coup, en fait, on a manqué d'azote sur un sol qui était déjà très pauvre et sans animaux. Tu vois, avec l'apport des toilettes secs, on l'a fait composter. Je crois qu'on l'a utilisé une fois sur les 4 premières années au pied des arbres. Mais finalement, c'est pas ça qu'on ramenait dans le jardin. Et donc, en fait, on s'est rendu compte qu'en ramenant de la paille, parce qu'on montait de temps en temps des ballots de paille les 2 premières années, on a trop ramené de carbone. On met beaucoup de paille. Hein. En fait, on a de la paille sèche. Non, on met trop de paille. On n'a pas varié, il faut qu'on mène... Du verre. Du verre. Ce qu'il avait dit à l'atelier de poste. Vous pourriez même... Oui. À un moment, ce qu'on faisait, c'est qu'on remontait des seaux de légumes. Il y avait un restaurant du quartier, je crois, qui nous laissait des seaux d'épluchures. Ouais. Et de temps en temps, ils nous les mettaient à disposition, on les remontait, parce que vous pouvez aussi venir, sur certaines planches que vous n'utilisez pas, les préparer en faisant du compost en place. Oui. Donc en mettant les épluchures, de la paille par-dessus, en faisant un peu comme des lasagnes, et pour pouvoir composter directement sur place. Ça, c'est vraiment l'enjeu, c'est d'arriver à nourrir le sol, et il y a de la ressource à fond. Regarde, qu'est-ce qu'elle sort. Ah, c'est là. Ah, le cahier, fais voir. Et voilà, le mémoire, le petit guide. N'hésitez pas à commencer à manger les 14h. Voilà le petit guide que vous pouvez télécharger. Ça, c'est le petit guide mémoire qui est synthétique, mais qui explique un peu ce que j'ai expliqué là. Et avec le plan. Et là, on voit le... Ah, il était même marqué Truffier, tu vois, j'avais pas été trop... Je l'avais annoncé. C'est un secret, mais dans ta tête. Je savais pas qu'on l'avait marqué sur le plan de plantation. On avait fait le plan de plantation On avait fait une espèce de vote pondéré et de jeu. On avait installé une espèce de petit jeu pour pouvoir établir une liste de plantes et puis après les placer en fonction du plan des secteurs. Et après, on avait fait un parrainage d'arbres. Donc ça avait été aussi une occasion de fédérer des gens autour du jardin. On avait notre liste de plantes, donc on avait les arbres, les arbustes et les plantes aromatiques. Et on avait envoyé ça à tous nos contacts, tout le monde avait envoyé à ça. Ça, ça devait être... on avait fait ça du coup l'hiver où on a restructuré l'assaut. Et on avait proposé à chacun dans le tableau de s'inscrire et de contribuer à hauteur d'un arbre ou d'un arbuste. Et on a tout planté avec ça. Et du coup, on a fait une journée de plantation où on a expliqué ce que c'est que des racines nues, comment planter. Et on a planté avec tous les gens qui avaient contribué et d'autres. On avait fait la fête des racines. Et c'était la fête du compost. Ça marche aussi. Donc tous les arbres qu'on voit là, ils ont quasiment 12 ans. Ils viennent de cette époque-là. Est-ce qu'il y en a qui ont disparu? Eh ben, tu vois les 2 pommiers là. Oui, il y avait je vois des pruniers et ils sont plus là. Non, voilà. Ces 2-là, ils sont pas là. Il y avait aussi des fruitiers palissés ici, là. Ouais. Eh ben, je pense que c'était le prunier, mais qui est parti complètement en vrille. Mais non, sinon ils sont plus là. C'était aussi des pommiers, des pruniers, tu dis. Hein. Il n'y a jamais eu de poirier. Non, on n'a pas mis de poirier dans le jardin. Et un noyer, tu l'as mis? Non. On a beaucoup de place, on estimait que c'était un peu grand. Voilà. Mais je pense que vous pourriez remettre des petits arbres plus petits, même des grenadiers, même des argousiers pour continuer à faire de l'ombre. Choisir une vue ou 2 que vous avez envie de garder sur la ville
et continuer encore le petit travail de fraîcheur. C'est ce que vous voyez. Mais voilà, c'est top. Et voilà. Ouais, moi ça me fait tout drôle, c'est rigolo, ça me fait plein de souvenirs d'ateliers qu'on avait fait. Et tes souvenirs, ils sont partout. Tu vois, ça c'était les ateliers avec les gamins de C'est trop chouette. la classe, c'était les enfants de la classe Jardin de Ville là-bas. On faisait les semis avec eux. Et, ouais, tu vois, on voit le jardin sans arbres, c'est pas du tout la même ambiance. Voilà. Je rajoute des améthyselles. Mais ouais, c'est trop chouette que ça continue par une autre façon. L'assaut continue aujourd'hui. Mm. Ouais. Il y a 10 ans, ça. Bah, allez, hommage. Allez, Allez. Bon appétit. très bien. Merci. Merci à vous. Depuis tout à l'heure, tu m'as pris de l'enlever. On a évoqué un système de récupération d'eau. Et depuis, vous avez fait évoluer le système. Est-ce que tu as envie de nous raconter un petit peu ce que vous avez mis en place voilà, Mais je crois que tu y avais déjà pensé. Tu y avais déjà pensé. On a rajouté des zoyas effectivement sur les terrasses de culture parce que l'été, on n'arrivait plus à avoir suffisamment d'eau au mois d'août. Au mois d'août, les cuves étaient vides, pardon. Et donc on a imaginé ce système où on utilise des poteries poreuses qui vont diffuser l'eau que l'on met individuellement dans chacune pour que les plantes qui sont autour puisent ce dont elles ont besoin en fait. Et donc on a deux systèmes d'Oya, on a des systèmes individuels comme ceux-là. Ils sont donc c'est ce qu'on appelle une poterie classique de Oya que l'on enterre avec un couvercle que l'on pose dessus. Et si tu veux voir, c'est comme c'est ici là, c'est enterré, c'est complètement enterré jusqu'au col. Et donc on arrose 2 à 3 fois par semaine en été, c'est-à-dire qu'on les remplit 2 à 3 fois par semaine. Et alors vous êtes obligé de les remplir toutes une par une? C'est ça. C'est exactement. Sauf peut-être pour celles qui sont en dessous de la citerne Celles qui sont en dessous de la citerne, elles sont beaucoup plus pratiques puisqu'on va utiliser la gravité avec donc les cuves qui sont un peu plus haut. L'eau arrive ici par cette sortie que vous aviez imaginée. Nous, ce qu'on a imaginé simplement, c'est de relier un tuyau qui passe en dessous de chemin, qui arrive ici à une bifurcation avec des robinets d'arrêt. Qui vont relier chaque Oya qui sont. Ceux-là sont complètement enterrés. Nandine nous montre les Oyas. Ce sont des Oyas qui sont enterrés à 15 cm en dessous de la surface du sol et qui sont reliés les uns aux autres jusqu'au bout de la parcelle. Et donc, quand on ouvre en fait le robinet d'eau, les Oyas vont se remplir les uns après les autres jusqu'au trop-plein qu'on a au bout. Et quand le trop-plein déborde, eh bien, on sait qu'il faut arrêter ici. Et puis à ce moment-là, continuer, arrêter et réouvrir pour l'autre parcelle de culture qui est un petit peu plus bas. Donc on en a mis 3. C'était expérimental. Et vous les chargez tous les combien de temps? À peu près toutes les semaines. Une fois par semaine à peu près, ouais, ça fait un arrosage pour la semaine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte l'année dernière qu'il nous restait 20% des cuves d'eau. C'était en tout cas grâce au système de Guillaume, on a réussi à savoir qu'il nous restait 20% fin août, alors que d'habitude, malgré la canicule, on n'a pas du tout eu de problème d'eau, quoi. C'est que sinon on puise dans la citerne, mais c'est pénible. Oui. Et vous avez fait un atelier pour en fabriquer aussi? Oui, on a fait un atelier pour sensibiliser aux Oyas. C'était même avant qu'on les achète. On a eu une subvention pour acheter ces Oyas. Et avant, pour sensibiliser certains adhérents qui en avaient envie, on a fait des poteries d'Oya, mais avec ce qu'on appelle des quilles, et donc c'est beaucoup plus petit et ça se met dans des pots. Mais ça n'a pas d'usage ici, mais c'était simplement un peu symbolique, l'idée de sensibiliser à cette nouvelle façon d'irriguer les plantes et jardin. Irriguer par capillarité, oui. Quoi. Ça diffuse lentement, tranquillement. C'est très adapté à des sols qui sont... Ici, on a un sol qui est quand même assez léger, surtout dans les terrasses et les buttes. Et c'est assez adapté à ces sols qui sont légers, un peu moins à des sols lourds et compacts.
Ça, c'est le hasard. Hein. On n'a pas fait ça parce que le sol était léger. Hein. Et ça, il y avait besoin d'en ramener petit à petit. Ouais. Et puis d'automatiser tout ça. D'automatiser un peu. Et puis, on s'était aussi posé la question de l'arrosage automatique avec les buses, etc. Mais ça se bouge, c'était pas. Oui, c'est dans le temps, c'était pas. Dans le temps, ça c'était pas pérenne. Quoi. Oui. Donc, on pense qu'avec les Oya, c'est plus naturel. C'est vraiment par gravité, donc il y a vraiment aucune. On n'a pas besoin d'électricité pour ce genre de choses. On fait remonter rien du tout. On n'a pas besoin d'énergie pour faire remonter l'eau non plus. C'est ouais. C'est excellent. En plus, c'est assez long. Enfin, il faut une demi-heure pour Ouais. la dernière rangée. Une demi-heure pour remplir une rangée d'Oya. La toute dernière. Avec combien d'Oya? Avec là, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 5, alors que là, il y en a 8. Et c'est beaucoup plus rapide ici. Ok. Peut-être à cause de la. Ouais. Alors, peut-être la distance entre la cuve et puis je sais pas. Donc on a dit cette année qu'on allait essayer d'être un peu plus scientifique et qu'on allait voir Oui, étudier un petit peu plus. On sait que ça marche, on sait que c'est vraiment que la production a été vraiment meilleure cet été, mais on ne s'est pas encore vraiment penché sur la question. Et ça diffuse sur quelle surface? 90 cm. 90 C'est cm 5 litres autour. à 90. Il y en a des plus petites et les plus petites, elles ont un rayon d'action de 50 et encore un peu plus petit. Donc on a pris les plus grosses et on en a acheté 70, on en a acheté 3 x 8, 24 comme ça, et puis le reste en individuel. Qu'on met au fur et à mesure en fait. Au fur et à mesure qu'il y a une parcelle qui se libère et qu'on a un besoin, on met un Oya. Voilà. Donc il y en a plein en bas, on a un stock. Ouais. Bon, on n'a pas tant que ça non plus, hein, mais il faudra qu'on en réinstalle. Ouais. Ouais, Et plutôt vers le haut en fait. super. Voilà. Ah, bah, ça complète bien le système. Ouais. À l'époque, on avait commencé à faire des tests, on en avait construit quelques-unes, 2 ou 3 petites chez un potier, pour tester, pour voir comment ça marchait. Mais Il y a 15 ans, c'est ça a pas- émergé, on avait du mal à trouver ça, et maintenant, on en trouve. Et là, c'est vraiment un système complètement. Pour un jardin qu'on veut autonome, avec peu d'entretien, un jardin collectif, c'est un bel investissement. C'est chouette. Ouais. Voilà. Je suis contente. Et je crois que tout le monde apprécie le fait que ce soit automatique. Ben, je m'annuelle parce que ouais. Voilà pour ce tour du jardin des Cairns, ce retour aux sources. Pour moi, en ce qui me concerne, ça me montre qu'en 15 ans, on peut régénérer un sol, qu'on peut faire d'un petit terrain de 1000 m². 1000 m², c'est pas beaucoup. Et pourtant, on peut faire de ces 1000 m² un vrai petit oasis. Au cœur de la ville, aux portes de la ville, un lieu ressource, un lieu lisière, un endroit où les gens se rencontrent, viennent se nourrir, se ressourcer. C'est un projet collectif qui perdure. On a semé des graines, on a planté, bouturé quelques plantes et aujourd'hui ça a poussé. C'est aussi grâce à tous les jardiniers, les dizaines de jardiniers qui sont venus prendre soin de ce jardin, qui sont venus se ressourcer aussi grâce à ce jardin. C'est un échange. Bref, un projet collectif qui nous montre qu'on peut faire beaucoup avec peu de moyens. 15 ans, c'est à la fois beaucoup et en même temps, ça passe vite. Voilà, là, on a un jardin multi-étagé qui est bien couvert avec des arbres qui commencent à avoir une belle allure. Il suffit de commencer. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était hier. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le aujourd'hui, faites-le maintenant. Parce que dans 15 ans, ça peut donner ça. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez, je sais pas quoi, faites un truc, faites-la passer aux voisins et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo.